Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi le 13 mai et on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire un retour sur les nouvelles NFL de la dernière semaine. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Et puis je peux vous annoncer aussi que les gars de Premier Les Buts se rencontreront aussi pour une petite vidéo d'ici la prochaine semaine pour discuter de la fameuse l'horaire NFL, je m'allais dire la schedule, mais l'horaire NFL qui sera dévoilé officiellement demain. Déjà, on a des petites affaires qui sortent par-ci par-là. On sait que le premier match de la saison se tiendra le 4 septembre entre les Cowboys de Dallas qui visiteront les champions en titre, les Eagles de Philadelphie. Et on sait aussi qu'à Noël, 25 décembre, on aura les Chiefs de Kansas City qui recevront les Broncos de Denver, de Martin Saint-Jean, bien sûr. Fait qu'on on va regarder ça, dans le fond, les trois boys ensemble dans la prochaine semaine pour vous faire une analyse de cette sortie-là de la NFL, des matchs les plus intéressants. Puis moi, ben, par mon dada de la NCAA, je vais essayer aussi de vous sortir les meilleurs road trips NCAA slash NFL à faire lors de la saison 2025-2026. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des dernières nouvelles NFL. Quand je dis dernière nouvelle, je parle de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Et la plus grosse nouvelle a été l'échange de George Pickens des Steelers de Pittsburgh aux Cowboys de Dallas. Les Cowboys vont chercher Pickens, un choix de sixième ronde en 2027. Et de leur côté, les Steelers reçoivent un choix de troisième ronde l'an prochain, ainsi qu'un choix de cinquième ronde en 2027. Qu'est-ce qu'on pense de cet échange-là? Ben oui, ça va combler un trou pour les Cowboys de Dallas qui avaient CeeDee Lamb d'un côté, mais de l'autre côté, c'était assez faible au niveau des receveurs. Il y en a qui me diraient ah, il y avait Brandon Cooks, pas mauvais, mais c'est clairement pas un receveur numéro 2 dans la NFL d'aujourd'hui. Fait que d'amener George Pickens là, qui par le passé, dans les 2 dernières années, a pu montrer des fois toute l'étendue de son talent. Ben, on sait qu'à ce moment-là, ça va être intéressant parce que les Cowboys vont avoir deux bons receveurs et les défensifs vont devoir se concentrer pas juste sur CeeDee Lamb, mais aussi sur George Pickens. Ça, c'est le positif. Par contre, quand on regarde George Pickens et son historique, c'est pas reluisant, on va le dire comme ça. C'est un gars qui a eu plusieurs petits problèmes de caractère, un gars qui a pété sa coche à quelques reprises. C'était même su que dans certains matchs, les équipes le ciblaient pour tenter de lui. Tu sais, ils mettent le petit doigt sur le bobo, question de le faire exploser, puis ça marchait en plus. On se rappelle d'un match où il y a eu deux pénalités de 15 verges pour conduite antisportive. Puis pas juste ça, mais dans l'entourage des Steelers, tu sais, quand Mike Tomlin est tanné, puis publiquement t'interpelle en disant qu'il va falloir que tu commences à travailler plus sérieusement, parce qu'on a appris que ben, à certains moments, il est arrivé en retard à des pratiques, des trucs de même. Tu sais, Mike Tomlin, on s'entend-tu qu'au niveau des receveurs, il y a de l'expérience avec des gars troublés, avec des receveurs qui n'ont pas toujours fait le travail. Puis rarement, on l'a vu publiquement remettre un receveur à sa place. Ben, il l'a fait avec George Pickens. Pour les Steelers, ils ont une historique d'échanger. Ben, ils ont un talent fou pour trouver des bons receveurs, mais aussi des receveurs qui ont peut-être des petits problèmes de caractère. Puis on les endure jusqu'à temps qu'on soit plus capable. On les échange. Puis bizarrement, une fois qu'on les échange, leur carrière pogne le clos. On peut penser dernièrement à Chase Claypool, Deontay Johnson qui se promène d'une équipe à l'autre. On peut penser à Antonio Brown dans le temps. On peut penser à Martavis Bryant. Plein de receveurs qui ont eu soit un peu, soit beaucoup de succès avec l'équipe, mais qui, à un certain moment, leur comportement n'était plus tolérable. Puis on a décidé de les échanger. Fait que les Cowboys, qui eux aussi ont une historique de receveurs avec des gros caractères, on peut penser à Michael Irving, je pense que CeeDee Lamb, on peut dire qu'il a un gros caractère aussi, mais on en embarque un autre. Et là, pour George Pickens, c'est de lui dire, mon chum, là, tu as une chance en or. Tu rentres dans une équipe où clairement, tu vas avoir un bon corps arrière, pas mal mieux que ce que tu avais à Pittsburgh, parce que dans les dernières années, là, on lui a lancé le ballon avec un certain Mitchell Trubisky, avec Mason, avec Russell Wilson, avec Justin Fields. Là, il va avoir Dak Prescott, qui est clairement un corps arrière bien meilleur que ce qu'il a déjà eu. Non seulement ça, mais Dak Prescott, c'est un leader. Tu sais, on va le dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dak Prescott, c'est un gars qui a une feuille de route irréprochable. J'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui. Euh,
C'est la face de la franchise. C'est un gars qui donne toujours tout ce qu'il a. Est-ce que c'est tout le temps extraordinaire? Non. Mais tu sais, je dois lui lever mon chapeau avec tout ce qui se passe dans la NFL, puis ce qu'on entend des fois sur les joueurs, qu'un gars soit irréprochable, ça n'arrive pas souvent. Fait que, crime, il rentre dans cette organisation-là. Deuxièmement, il rentre dans une organisation où il ne sera pas le meilleur receveur. Il va être clairement le numéro 2. CeeDee Lamb, c'est facilement le receveur numéro 1. Fait que son rôle à George Pickens, ça va être receveur numéro 2. Puis ça va ouvrir cette attaque-là théoriquement parce que George Pickens est plus un deep threat, si on veut, que CeeDee Lamb. Fait qu'à ce niveau-là, c'est intéressant. Mais tu sais, comment il va gérer ça? Tu sais, quand CeeDee Lamb va recevoir 10, 11, 12 targets, puis lui, il va en avoir 3-4 dans une game, est-ce qu'il va encore faire une petite crise de bacon, ses lignes de côté, puis demander plus le ballon, ou ça va devenir un joueur d'équipe? Est-ce qu'on va vouloir dealer avec ça, en plus avec un nouveau entraîneur-chef, Schottenheimer, qui va devoir gérer George Pickens? Moi, je pense que Jerry Jones puis l'entraîneur vont avoir une laisse très courte avec George Pickens. Écoute, mon chum, tu as une chance, là, on te la donne, puis montre-nous ce que tu es capable de faire. Mais si tu commences à faire des simagrées puis des temper tantrum, comme on dit en anglais, ben mon gars, tu ne resteras pas longtemps ici. Là. Fait que je pense que George Pickens a la chance de se faire valoir, a la chance d'avoir une deuxième chance, mais il faut la prendre. Fait que ça va être de voir comment il va se comporter. Tu sais, quand il était à Georgia, j'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur George Pickens. C'est un gars d'équipe, c'est un gars qui se donnait. Maintenant qu'il est dans la NFL, on n'a pas tout à fait le même portrait de lui. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que George Pickens va donner. Pour les Steelers, la grande question, c'est est-ce qu'il aurait pu avoir plus? C'est quand même un choix de troisième ronde, ce qui n'est pas mauvais. Mais tu sais, George Pickens, avec tout le bagage qu'il a, on ne sait pas trop ce que ça donne. Fait que troisième ronde, c'est bon. L'autre grande question que j'ai, moi, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant le repêchage pour aller chercher un joueur qui pourrait t'aider maintenant? Parce que les Steelers, le choix qu'ils reçoivent, c'est l'an prochain. Fait que là, présentement, on échange notre receveur numéro 2, parce que ça aurait été le cas avec DK Metcalf qui arrivait en ville. On échange notre receveur numéro 2, puis en retour, on n'a rien d'immédiat. Fait que les Steelers ne sont pas une meilleure équipe grâce à ça, loin de là. Maintenant, on a DK Metcalf, puis après ça, on n'a pas grand-chose au niveau des receveurs. Je peux vous sortir la liste dans les prochaines secondes, mais c'est pas, je vous dirais, la fameuse usine à receveurs qu'on avait dans le temps. On est allé chercher DK Metcalf, ça c'est parfait, c'est notre receveur numéro 1. On a Pat Fryermuth, mais au niveau des receveurs, après ça, on a Robert Woods, Calvin Austin III, puis Roman Wilson. En gros, là, ça, c'était 4 premiers receveurs. Fait qu'après DK Metcalf, là, tu sais, George Pickens, il est bon. Beaucoup meilleur que le receveur numéro 2 que les Steelers vont avoir aujourd'hui. Puis on vous rappelle que les Steelers, actuellement, n'ont pas de corps arrière. Non, ils n'ont pas de carrière. Non, je me trompe, je m'excuse. Ils ont Mason Rudolph. Et ils ont en arrière Will Howard qu'ils ont repêché en 5e ronde, bien sûr. Mais on n'a pas de corps arrière numéro 1. Là, je veux dire, Aaron Rodgers n'a toujours pas dit qu'il voulait aller jouer là. De plus en plus de rumeurs comme quoi Kirk Cousins pourrait s'y retrouver. Hey, les Steelers, là, je sais pas trop, là, mais moi, être fan de cette équipe-là, je serais clairement en train de me demander qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais, on est rendu avec porteur de ballon, Jalen Warren et Caleb Johnson. Pas mauvais, mais Caleb Johnson, c'est une recrue. Qu'est-ce qu'il va donner? On ne le sait pas encore. Les corps arrière, on en a parlé. La défensive, ça va être quand même intéressant. On a plusieurs belles pièces, mais l'attaque m'inquiète, m'inquiète beaucoup. Fait qu'on va voir qu'est-ce que les Steelers vont faire, mais dans une division où tu affrontes en particulier les Bengals et leur attaque extrêmement puissante, qui va peut-être mettre 30 points par match, sinon plus. Est-ce que les Steelers ont ce qu'il faut cette année pour pouvoir aller chercher ces 30 points-là par match? J'en doute. On a dans la même division les Ravens de Baltimore qui vont être aussi bons selon moi que l'an dernier. Encore là, on n'a pas nécessairement les pièces pour compétitionner. Puis les Browns, ben pour moi, c'est une équipe qui s'est améliorée par rapport à l'an dernier, ne serait-ce qu'au niveau des corps arrière. L'an dernier, si on regarde les corps arrière qui ont joué pour cette équipe-là, ça faisait dur. Cette année, Kenny Pickett, Joe Flacco, Dylan Gabriel, puis on a maintenant Shedeur Sanders. Je pense pas que c'est. C'est-tu comparable à l'an dernier? Peut-être. Mais je trouve qu'on a bien entouré tout ça. On est allé faire un bon repêchage, on est allé signer des bons joueurs. Je pense que c'est une équipe qui va s'améliorer. Fait que les Steelers, avec ce qu'ils ont fait,
cette année, actuellement, je dirais que c'est une équipe qui va se battre pour le troisième ou peut-être même le dernier rang de leur division. Puis dans un AFC qui est extrêmement fort avec les Chiefs de Kansas City, avec des équipes, par exemple, contre les Bills de Buffalo et compagnie, les Steelers n'auront pas, si on veut, de passe droit, ça ne sera pas une année facile. Puis quand je regarde rapidement là, leur saison, contre qui ils vont jouer, ça ne sera pas nécessairement aussi facile. T'sais, on a les Vikings, les Ravens, les Bears, les Bengals, les Browns, les Lions, les Chargers, les Pats, les Jets. Encore les Ravens, encore les Bengals et encore les Browns, là, on s'entend. On a les Bills, les Dolphins, les Packers, les Colts et les Seahawks. Aïe, 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 il n'y a pas de gimme là-dedans. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes que tu regardes et tu dis, crème, les Steelers, c'est une victoire facile. Là. Moi, je pense que les Steelers là, sont en train peut-être de mettre en jeu la série de saisons en haut de 500 de Mike Tomlin. Et si Mike Tomlin est capable d'aller chercher un 9-8 cette année, hey, sérieux, chapeau, il va être dans la discussion pour coach de l'année. Parce que si on a les joueurs qu'on a présentement sur le terrain, crème, ça va être difficile. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça, c'était mes premières impressions sur cet échange-là, qui était quand même un gros échange. On s'entend que George Pickens, c'est un gros nom dans la NFL. Deuxième plus grosse nouvelle, c'est l'annonce de la retraite de Derek Carr. Derek Carr qui a eu une blessure à l'épaule, puis qui n'a pas terminé la saison. Non seulement ça, mais là, à l'approche du repêchage, quelques semaines seulement avant, on annonce que ça se pourrait même que sa saison de 2025-2026 soit compromise à cause de cette blessure-là. Fait que là, les Saints se revirent de bord, repêchent en deuxième ronde Tyler Shaw. Et là, on apprend la semaine dernière, dans un communiqué de Derek Carr, qu'il allait prendre sa retraite parce que la blessure à l'épaule l'incommode trop. Puis il ne pense pas qu'il serait capable de compétitionner comme il le faisait. Fait que une nouvelle, je dirais, qui est comme une addition par soustraction pour les Saints. Sans vouloir bâcher Derek Carr, c'est un gars qui devait faire 30 millions de dollars. Là. Fait qu'en enlevant ce gars-là, son bonus de signature de 10 millions, on lui donne, mais on s'économise 30 millions sur la masse salariale, ce qui est énorme pour les Saints. C'est une équipe qui, depuis des années, comme le dit si bien Will, met de l'argent sur sa carte de crédit. Ben là, c'était le temps de rembourser dans les dernières années. Là. Fait que ce 30 millions-là supplémentaires qu'on a sur la masse, ça va être positif. Maintenant, les Saints, qui va se ramasser au poste de corps arrière? Tu sais, encore là, on a Tyler Shaw qu'on vient d'aller le repêcher, fait qu'on va le développer et on va voir ce que ça va donner. Quoique Tyler Shaw, c'est pas une petite jeunesse. Là, quand il va commencer la saison, il va être sur le bord d'avoir 26 ans. Il va avoir 26 ans le 28 septembre. Fait que c'est un corps arrière qui est pratiquement du même âge que certains corps arrière qui en sont à leur troisième, quatrième, puis même cinquième année dans la ligue. Spencer Rattler et Jake Haener seront ses substituts. On s'entend que Spencer Rattler, sans être un mauvais corps arrière, n'a pas monté grand-chose de super extraordinaire pour se dire ce gars-là, c'est notre futur. Puis Jake Haener, on n'en parle pas. Porteur de ballon, on a encore Alvin Kamara qui peut faire des bonnes choses, mais dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la durabilité, c'était plus difficile. Les receveurs, on a Chris Olave. Chris Olave, c'est comme un genre de bombe à retardement. Tu sais, pour moi, Chris Olave, c'est la même discussion que Tua Tagovailoa. Le prochain coup pourrait être le dernier de sa carrière. Hein. On a eu plusieurs commotions cérébrales. La dernière a mis fin à sa saison. Pas à la dernière semaine, là, on était à peu près au milieu de la saison. C'est grave. Fait Chris Olave, c'est dangereux. On a Rashid Shahid, qui n'est pas mauvais, mais qui est pas, selon moi, un gars qui devrait être le deuxième receveur d'une équipe. Puis on a Brendan Cook, dont on a parlé avec les Cowboys, qui arrive là, qui a un gros bagage, mais est-ce que c'est un gars qui est encore au top de sa forme puis qui va faire la grosse différence? La réponse, c'est non. Puis on a signé à gros prix Juwan Johnson pendant la saison morte, leur tight end. OK, correct, là, mais on a une ligne à l'attaque qui s'améliore. On est allé chercher des gars, donc Calvin Banks. Parfait, ça s'améliore, mais la défensive est vieillissante. Euh, Écoute, les Saints, ça va être une année difficile. Puis le fait que Derek Carr ne soit pas là, je pense que ça leur donne une très bonne raison de regarder vers le futur. Tu sais, là, c'est le temps de faire le ménage dans les livres, de couper le gras, d'enlever les gros salaires, puis d'aller chercher des jeunes joueurs, d'aller changer peut-être des joueurs vétérans à la date limite pour pouvoir aller se chercher des gars plus jeunes qui vont peut-être nous donner des belles années en avant d'eux. Fait que pour moi, là, addition par soustraction, tu sais, Will dit souvent que Derek Carr, c'est le pâté chinois de la NFL au niveau des corps arrière parce que c'est bien correct un pâté chinois, on aime ça, mais c'est pas le repas wow. Là. C'est pas le repas là, que tu fais comme wow, je vais impressionner mes invités à soir. Là, ça te fera pas gagner MasterChef non plus, là, mais c'est un bon plat.
Derek Carr qui annonce sa retraite. Il a connu une grosse carrière, plus grosse que celle de son frère David. Mais je pense que pour lui, ben, il crée une bonne retraite, Derek Carr. Puis pour les Saints, ben, maintenant, on se tourne vers le futur. Troisième grosse nouvelle, la retraite de Justin Tucker. Je pense que quand on a regardé le repêchage 2025 des Ravens, un des choix qui a fait le plus sourciller, ça a été l'addition d'un kicker qui était Tyler Loop, qu'on est allé repêcher en sixième ronde. Un gars qui a fait des belles choses alors qu'il était avec Arizona. Mais tu sais, tu le repêches en sixième ronde avec tout ce qui planait au-dessus de la tête de Justin Tucker. C'est comme une annonce sans l'annoncer que crime probablement qu'on passait à autre chose. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple, qui est vraiment particulière, c'est la façon dont les Ravens l'ont annoncé. Jesus, leur fameux statement là, à l'eau de rose, disant comme c'est un football decision, puis ça nous brise le cœur. Tu sais, il commence en disant Sometimes football decisions are incredibly difficult, and this is one of these. Jesus, on le sait très bien pourquoi Justin Tucker ne jouera pas au football l'an prochain pour les Ravens, et ça n'a rien à voir avec la catégorie football. Justin Tucker, là, oui, il a ralenti dans la dernière année puis il a eu plus de difficultés, 100%. Est-ce que ça se peut que c'est à cause de toutes les différentes accusations qui pèsent sur lui? Fort probable. Et les Ravens, de ne pas mentionner ça nulle part, là, il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Puis quand je dis un petit peu, c'est probablement beaucoup d'hypocrisie. Mais je vais vous rappeler que les Ravens ont déjà fait ça avec un certain Ray Rice. Et quand Ray Rice s'est fait remercier, c'est parce qu'on avait une évidence assez visuelle, une fameuse vidéo qui montrait ce qu'il avait fait. Puis là, on n'avait plus le choix de le laisser aller. Mais avec Justin Tucker, j'ai l'impression que les Ravens ne se sont pas fait tordre le bras. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une nouvelle ou il y a eu une preuve qui a passé quelque part, puis on fait comme oh, ça on peut pas laisser passer ça. Puis tu peux pas travailler pour les Ravens ou être fan des Ravens, puis déchirer ta chemise avec Deshaun Watson puis les Browns, puis regarder ce qui se passe dans ton équipe, puis fermer les yeux. Fait que je pense que les Ravens ont fait ce qu'il y avait à faire, mais je n'ai pas aimé la façon dont ils l'ont fait. Le fameux statement qu'ils ont utilisé, pour moi, c'est comme les ongles sur un tableau, là, une ardoise. Là, puis là, crime, ça, c'est comme, je suis pas sûr que j'aime ce que je lis. Ben, c'est un petit peu ça. Fait que malheureusement, celui qu'on appelait le GOAT il y a moins d'un an, probablement que Canton, il peut oublier ça et sa carrière se termine vraiment en queue de poisson et j'ai l'impression que c'est par sa faute. C'est des allégations. Il n'est pas coupable encore. Il faut que je le dise. Il n'est pas coupable, mais les allégations sont lourdes et qu'on le remercie de cette façon-là. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein? Fait que voilà. Je termine avec trois petites nouvelles. Trent Richardson, aujourd'hui, annonçant à la radio qu'il ne jouerait pas sur son contrat actuel, qu'il n'avait aucune communication avec les Bengals depuis le repêchage et qu'avant le repêchage, les offres qui avaient été faites ne représentaient pas sa valeur selon lui. C'est pas des bonnes nouvelles pour les Bengals parce que Trent Richardson, je vous rappelle que c'est le roi des sacs de l'année 2024-2025. C'est de loin le meilleur joueur défensif des Bengals. Une équipe qui, ah oui, ne jouait pas en défensive en 2024-2025. Ils ont perdu à 2 reprises contre les Steelers dans des matchs où les Steelers, qui n'avaient clairement pas l'attaque du siècle, là, leur ont mis plus de 30 points dans les dents à chaque fois. Fait que pour les Bengals, tu as besoin d'avoir Trent Hendrickson, sauf qu'en même temps, avec tout l'argent qu'ils ont dépensé sur Joe Burrow, Ja'Marr Chase et T. Higgins, ça va être difficile. Je pense qu'ils n'auront pas le choix au final, mais actuellement, ce que Trent Hendrickson dit, c'est amène l'argent, mon chum, parce que sinon, il y a des bonnes chances que je ne sois pas dans ton alignement partant à la semaine 1. Fait qu'on va voir comment les Bengals répondront à ça, mais ils ont encore le temps de penser à ça. Ils ont, selon moi, 3 à 4 mois. Ça ne me surprendrait pas même que lors du début du camp d'entraînement des Bengals, Trent Hendrickson ne soit toujours pas là. Triste nouvelle alors qu'on a appris que le secondaire des Browns de Cleveland, Jeremiah Zoka Kawamosu, en tout cas JOK, j'ai de la misère avec son nom un peu, ne jouera pas la saison 2025. La blessure qu'il a subie en tentant d'arrêter le train d'Eric Henry, blessure au cou assez sérieuse, n'est pas encore guérie. Puis on lui dit, dans le fond, reste à la maison pour toute la saison. Guéris-toi. Puis si jamais tu es capable de jouer au football à nouveau, on va te réaccepter dans l'équipe, mais pour l'instant, clairement, il n'est pas apte à jouer.
triste histoire parce que c'était le meneur du milieu de cette défensive-là. Oui, on parle beaucoup de Myles Garrett, mais Jay O'Kay faisait tout un travail. Un excellent secondaire qui arrivait de Notre-Dame. Et puis, ben, malheureusement, c'est une blessure grave qui l'empêche de jouer la saison prochaine. Et je sais que Will, quand on en a parlé, était extrêmement triste de cette nouvelle-là. Mais en même temps, sachant comment ça s'est passé puis quel type de blessure il a, mais on s'en rend compte que c'était quelque chose qui devait arriver probablement dans les prochaines semaines, prochains mois. Je termine avec Jaden Higgins, que vous connaissez peut-être pas. C'est le receveur qui a été repêché en deuxième ronde par les Texans de Houston. Et il a fait quelque chose d'historique cette semaine, alors qu'il est devenu le premier choix de deuxième ronde de l'histoire de la NFL à signer un contrat entièrement garanti. Donc, son contrat de 4 ans, parce que c'est le contrat de première ronde, là, de deuxième ronde, 4 ans, 11 millions, est entièrement garanti. On n'avait jamais vu ça pour un choix de deuxième ronde. On le voyait souvent pour des choix de première ronde. Donc, premier choix de l'histoire de la deuxième ronde à vivre ça. Je ne pense pas que ce sera le dernier. Je pense que, surtout pour le montant, là, je veux dire, le gars, s'il est aussi bon qu'on pense qu'il va l'être en deuxième ronde, ben pourquoi pas lui donner ce montant garanti-là? Puis ce gars-là, même s'il connaît une seule très bonne saison, ben il justifiera ce salaire-là. Parce que, écoute, 11 millions sur 4 ans, là, c'est même pas la moitié d'une saison du contrat, ben même pas le tiers d'une saison complète de Jamar Chase. Je ne dis pas que Jaden Higgins sera comparable à Jamar Chase, mais on s'entend là. Si Jaden Higgins ramasse 1000 verges puis fait 5 ou 6 touchés, déjà là, sur 11 millions, ça va avoir valu la peine pour 4 ans. Fait que je pense que c'est une excellente signature du côté des Texans de Houston. Je pense que pour Jaden Higgins, c'est carrément les Texans qui leur dit on a confiance en toi et on pense que tu vas être un joueur important dans notre organisation. Et maintenant, il ne reste que faire les pratiques et de développer une belle chimie avec CJ Stroud pour pouvoir jouer de la belle musique dès que le mois de septembre arrivera. Fait que sur ça, tout le monde, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Comme je l'ai dit, d'ici la fin de la semaine, la gang de Premier Début sera de retour pour parler de la fameuse schedule, l'horaire officiel de la NFL qui sortira, je vous rappelle, demain soir, mercredi 14 mai. On a tous hâte de voir quel sera l'horaire, notre équipe jouera contre qui, quels seront les gros duels à avoir et à attendre et à quel moment ils se passeront, puis quelle équipe on va pouvoir voir en prime time. T'sais, on se rappelle, là, il y a 2 ans, tout le monde dit comme je peux pas croire que Denver, on va les voir aussi souvent. L'an dernier, c'était je peux pas croire qu'on va voir les Jets aussi souvent. Cette année, j'ai hâte de voir quelle sera l'équipe que tout le monde va faire comme je peux pas croire qu'on va les voir en prime time après 8 fois en 10 semaines. J'exagère, mais tu sais, quand même. Fait que, on a pas mal de choses à jaser quand ça va sortir. Fait qu'on vous tient au courant. Attention à vous autres, bonne semaine. Ciao.